Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes toujours avec Jean-Dominique Merchet, avec Sergei Girnov, avec Pierre de Jong, avec vous Nagaya Bagayoko et avec Gallagher Fenwick. Tout s'accélère ce soir du côté de la Russie contre l'Europe avec des déclarations, avec des actes aussi. Un décret qui est signé par Vladimir Poutine sur lequel on reviendra dans quelques instants. Et écoutez-le qui dit « Nous allons atteindre nos objectifs » et il parle là cette fois des objectifs territoriaux. Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Nous préférions y parvenir et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique. Si la partie adverse et ses protecteurs étrangers refusent d'engager un dialogue substantiel, la Russie libérera ses terres historiques par des moyens militaires. La création et l'extension d'une zone tampon de sécurité seront poursuivies de manière cohérente. Voilà la menace de guerre. Si les protecteurs étrangers de l'Ukraine refusent d'engager un dialogue substantiel, la Russie libérera ses terres historiques par des moyens militaires. On y revient dans un instant, mais passons par le terrain, puisque les militaires entouraient Vladimir Poutine, en particulier Belousov. C'était donc cette réunion des hauts responsables militaires. Dites-nous un mot, Sergei Girnov, de qui est Belousov, ce nouveau, relativement nouveau ministre de la guerre. Il avait succédé, n'est-ce pas, à, comment s'appelle-t-il, Shoigu. Ouais. Belousov, c'était un chef comptable. En fait, c'est quelqu'un qui est un technocrate plutôt économiste, qui est arrivé très haut dans la hiérarchie russe. Ça veut dire qu'il a été premier adjoint au Premier ministre. Mais surtout, en fait, lui, il rentre dans le cercle des filles de Poutine. Donc il y a la fille cadette de Poutine, dont d'ailleurs un des membres, c'est aussi le fameux Kirill Dmitriev. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le cercle Tikhonova. Il y a toujours un côté famille. Hein. Rappelez-vous, du côté Trump, il y a Jared Kushner, etc. Voilà, c'est ça. Et là, il y a le côté, la confiance passe parfois par les membres de la famille. Et donc, il passe par ça. Et surtout, il a été planté par Poutine pour évincer Shoigu, dont pratiquement tous les adjoints, il y en avait 4 ou 5, qui sont en prison dans l'accusation de corruption. Donc en fait, lui, c'est quelqu'un qui est très droit, il est très pieux. Mais à la folie. Ça veut dire que c'est quelqu'un, bien évidemment, il était communiste avant, mais là, il est devenu très très pieux, il a des icônes partout dans son bureau, il fait des prières dans son bureau, et c'est quelqu'un qui est censé mettre de l'ordre et des rouages d'accélérer en fait les rouages du ministère de la Défense depuis l'évincement de Shoigu au mois de mai cette année. Colonel Perdion, votre regard sur cette séance, sur ces propos, sur cette façon de dire, si la diplomatie nous permet d'avoir ce qu'on prend, on prendra, sinon on le prendra par la force. Alors c'est le langage des militaires, bien évidemment, parce qu'il remonte le moral des troupes quelque part. Parce que évidemment, comme le disait Sergueï, c'est pas une réussite. Hein. Cette année, ça n'a pas été très glorieux pour l'armée russe. Le deuxième point, c'est que il faut le mettre en rapport avec les propositions qui sont faites depuis un mois. On ne parle que de ça, on ne parle que de discussions, de négociations. En fait, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il claque la porte. Il sait que quelque part Trump l'appuie, donc il claque la porte. Il dit voilà, à partir de maintenant, les Européens, si vous continuez à m'agacer, eh ben je continue la guerre. En fait, il annonce la continuité de ce conflit qui va durer toute l'année prochaine. Alors les Ukrainiens se débrouillent, enfin vaille que vaille, ne sont pas en reste. Hein, la bataille de Kupiansk, etc. Bien évidemment, il y a un vrai sujet, c'est que concrètement, les Russes annoncent la prolongation, la continuité de ce conflit. C'est tout le problème. En avant, on continue. Et Belousov, au-delà du fait que c'est un expert comptable, en fait, c'était l'administrateur. Son rôle, c'est de créer une armée russe moderne. Ce qu'elle n'était pas réellement. Shoigu, c'est le ministre de la transition entre une armée russe bricolée, etc. Rappelez-vous le début du conflit en février 2022, qui n'était pas réellement opérationnel, qui était lourde, peu manœuvrière, violente, agressive, etc. En fait, la fin de Wagner et la mort de Prigojine a lancé une nouvelle période, qui est une période beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus professionnelle. Et en fait, c'est Belousov qui doit mettre cette politique. Écoutez l'homme dont vous parlez, Belousov. Vous dites il est comptable, il est très bien. Il a en tout cas, il a été comptable, il a gardé de ça. Vous voyez les fameux, comment on appelle ça, les projections sur les slides. Oui, c'est ça. Voilà, il a gardé. Il adore ça. Il a aussi son frère qui est statisticien. Donc en fait, ils sont dans la famille. C'est leur culture de famille. Écoutez-le.
Plus de 300 localités et plus de 6000 km² de territoire ont été libérés en un an. Cela représente un tiers de plus que l'an dernier. De plus, le rythme de progression des groupes de troupes Est, Centre et Ouest a augmenté d'une fois et demie à 2 fois par rapport à 2024. Quelles sont les réalités militaires? Regardez ce qui se passe à Zaporijjia. Bombardement russe qui a fait 26 blessés, dont un enfant dans la ville de Zaporijjia. Ce n'est pas la centrale, c'est la ville. Des immeubles d'habitation et en établissement scolaire ont été touchés. On voit à quel point, là, tous ces derniers jours, une espèce d'accélération de l'effort de bombardement en missiles, en drones, en tout moyen. Non, effectivement, avec un coût qui est très élevé, payé par les civils ukrainiens. On avait, il y a quelques jours, une Ukrainienne qui vient très régulièrement chez nous, Marianne Babiche, et qui nous disait que ça y est, elle a perdu la maison dans laquelle elle a passé une partie de son enfance à Kherson, la maison où habitait, je crois, c'était sa grand-mère et sa tante dans le récit qu'elle nous en faisait. Juste pour revenir à Belousov. Pardon, juste puisqu'on l'affiche, qu'on voit bien ça, cette évolution, où effectivement, en réalité, alors, est-ce que c'est, on met l'effort maximum avant de négocier, ou est-ce que simplement ils vont continuer à frapper? Moi, ce qui me frappe, si j'ose dire, c'est les Russes nous avaient annoncé à l'été qu'avant la fin de l'année, ils feraient des salves d'au moins 1 millier d'objets, drones, missiles par nuit. Enfin, qu'ils arriveront à le faire. Ils n'y sont pas. Non. Ça, c'est la première chose. Ils n'ont pas atteint l'objectif qui s'était fixé à l'été. Par ailleurs... Vous plairiez beaucoup à Belousov, je pense. Oui, vous avez tout à fait. Belousov, les deux frères. On pourrait comparer les courbes qu'ils présentaient et les courbes réelles. Et donc, ils n'y sont pas. Ils avaient dit, on sera à plus de 1000 par nuit, voire 2000. On n'y est pas. Très important. La deuxième chose, donc, oui, ils continuent à bombarder, mais pour l'instant, ils n'ont pas brisé le système électrique ukrainien. 6000 km² prétendent-ils avoir conquis. C'est sans doute vrai, c'est sans doute un peu moins que ça, mais en tout cas, ils n'arrivent toujours pas. Alors ils fixent l'objectif de dire oui, on va prendre la totalité de la région de Donetsk. Mais le fait est qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils aimeraient trouver une solution aussi qu'on leur donne, que la diplomatie leur donne, parce que militairement, ils n'y arrivent pas. Quels sont les éléments qu'on a sur ce qu'ils arrivent ou non à briser en matière énergétique, puisque c'est l'hiver, il fait froid partout, encore plus en Ukraine qu'à Paris. Regardez, d'abord, version russe, version russe et version ukrainienne. Version russe, le ministre russe de la Défense, Belousov, a présenté ce graphique indiquant que la Russie avait endommagé 70% des centrales électriques ukrainiennes et 37% des centrales hydroélectriques. Est-ce que c'est révélateur ou est-ce qu'ils refont très vite les centrales juste après? Mais ils le font bien évidemment, mais en même temps le chiffre est incroyable. Et je veux dire, on ne peut pas dire que l'armée russe aujourd'hui est en perdition. C'est une armée qui ne manœuvre pas et qui a peu de résultats. Mais c'est une armée quand même qui inflige des pertes incroyables aux Ukrainiens. Les Ukrainiens se battent avec tous leurs moyens, ils font tout ce qu'ils peuvent, etc. Mais c'est une armée qui progresse de façon quasiment inéluctable. D'autant qu'en fait, ils ont une stratégie qui n'est pas bête. Ils ont 2 actions à mener. Une action dans la profondeur qui, en fait, même s'ils ne font pas les 1000 missiles et drones par nuit, n'empêche que toutes les nuits, c'est des villes qui bombardent, etc. Donc des actions dans la profondeur qui, à mon avis, ont un effet assez faible, sauf à l'exception, comment dire, des centrales électriques et tout ce qui concerne, si vous voulez, le chauffage et puis les stocks de carburant. Ça, c'est la seule truc qu'ils peuvent faire. Et puis sur le terrain, sur la partie terrestre, eh ben, ils avancent millimètre par millimètre, mais ils avancent quand même, malgré tout. Donc le problème, on a une espèce de système qui est extrêmement consommateur et qui, malheureusement, moi je pense que les Russes, ils peuvent durer très longtemps. Alors c'est pas une guerre très glorieuse, mais ils peuvent durer extrêmement longtemps. Je veux dire, c'est pas consommateur. Ils ont quelques centaines de disparus par. Il y a une offensive il y a quelques jours. Ils ont annoncé 17 camionnettes ou 17. C'est pas comme ça. C'est pas une offensive. Une offensive, c'est des milliers. Rappelez-vous, Avranches, 20 km, quasiment 20 divisions sur 20 km. Et là, à ce moment-là, les Américains percent. Donc c'est pas des offensives. On est sur une espèce de guerre extrêmement étrange, extrêmement molle, et dans laquelle ces deux armées s'affrontent. Donc en fait, à ce jeu-là, de toute façon, comme les Ukrainiens n'ont pas l'appui financier et militaire des Américains, n'ont que l'appui en fait que des Européens, ben, l'histoire est écrite. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, Poutine a intérêt à pousser la roue, à expliquer que la guerre va continuer, en fait, d'inquiéter les Européens. Lui, ce qu'il veut, son message est adressé aux Européens. Cela étant, regardez ce que dit Zelensky. Il a récapitulé maintenant la quantité de drones,
de missiles et de bombes planantes. Et il a quand même un ton un peu plus inquiétant que vous. Vous avez l'air de dire, bon, il ne se passe pas grand-chose. Vu des Ukrainiens qui les prennent sur la figure, c'est un peu plus considérable. 1500 drones, 900 bombes guidées, 46 missiles. C'est le bilan réactualisé d'après Zelensky. Ça fait beaucoup. Non, c'est colossal. On ne peut pas sous-estimer ou minimiser ça. Et vous le rappelez, quand vous êtes en Ukraine et que c'est ça que vous prenez, et là, c'est Zelensky qui le donne. C'est proprement terrifiant, ça a un côté effectivement assommant, et vous couplez ça avec Vladimir Poutine, qui annonce quoi? Mais qui vont poursuivre, qui n'ont aucune intention de négocier, qui préparent une année supplémentaire, au moins, à savoir 2026 de guerre. Autre chose, Belousov, il est comptable, il est technocrate, etc. Il est menteur aussi. Parce que j'ai lu un petit peu ce qu'il racontait sur les pertes, notamment ukrainiennes, et en cela, il est assez linéaire par rapport à Shoigu. Il dit oui, on a tué, je crois, c'est 400 000 Ukrainiens. Donc, il y a cette tradition de mentir au chef, dont on a peur qu'il se... Tout le monde ment dans ces affaires. Oui, alors, il y a quand même, on peut mesurer les pertes côté ukrainien et côté russe. Il me semble que côté russe, il y a une exagération qui est proportionnellement supérieure à ce qu'elle est côté ukrainien. Côté russe, c'est pas sérieux non plus. Enfin, tout le monde ment à la guerre. On le sait bien, la première victime de toutes les guerres, c'est la vérité. Et chacun tire la couverture à soi. Comment expliquer ça? Vraiment, j'aimerais votre explication. Quand on voit ces chiffres et quand on voit les images, on a vu Zaporijjia, on va se rendre dans quelques instants à Odessa. Oui, la Russie, quand même, on n'arrive pas, à lui faire lâcher son effort. On ne peut pas arriver à lui lâcher son effort parce qu'ils ont de la résistance, ils ont un énorme territoire, ils ont plus de population, ils sont en économie de guerre depuis 15 ans. Depuis 15 ans, la Russie consacre 30 ans de son budget à la chose militaire. Ils se sont préparés, ils se sont vraiment préparés. Déjà depuis 15 ans, quand il n'y avait pas la guerre. La guerre a commencé en plus il y a 12 ans. En fait, en Ukraine. Et là, depuis 4 ans, ils consacrent la moitié de leur budget. Donc là, on a estimé 140 milliards de dollars par an pour la guerre en Ukraine. Est-ce que ça, c'est une faille? Enfin, faille, c'est peut-être beaucoup dire. Mais est-ce que c'est un défaut de précision du renseignement occidental? Parce que quand une puissance comme la Russie, c'est pas le Luxembourg, qui s'est préparée depuis 15 ans, dites-vous, ça doit se voir. Et qui fait la guerre, sur d'autres théâtres. C'est ça. Avant, la Géorgie, la Syrie, la Tchétchénie, effectivement, exactement. Donc, c'est la Syrie, d'autres théâtres quelque part, par procuration avec Wagner ou l'Africa Corps, par exemple. On l'a pas vu. C'est une présence. On ne voulait pas voir. Non, je pense qu'on l'a sous-estimé. Je suis persuadé que les renseignements voyaient. Les renseignements le voyaient. Mais vous ne pouvez pas ne pas le voir. Est-ce que le politique qui est décisionnaire a voulu le voir? C'est ça la difficulté en réalité. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est homéopathique. Le problème, c'est cette montée en puissance, ça s'est fait progressivement. L'armée russe, c'est une armée... Si. L'armée russe, c'est une armée qui ne cesse de se développer, de travailler son sujet. Je me rappelle au début du conflit... 30%, c'est pas homéopathique. Franchement, un tiers de budget par an, ce n'est pas homéopathique. Mais 140 milliards par an, c'est rien du tout. Par rapport à nous. Mais oui, d'accord, mais c'est rien du tout. La Russie, c'est un nain économique. Mais oui, mais encore une fois, 140 milliards, ce n'est pas significatif. Encore une fois, je rappelle que le budget de la défense américaine, c'est 1000 milliards par an. Bien sûr. Donc 140 milliards, c'est pas énorme. Encore une fois, la Russie a les trois, je la défends pas, mais simplement, il faut être réaliste avec ce qui se passe. Concrètement, ils ont les trois profondeurs stratégiques, démographiques, 145 millions d'habitants, industriels, ils ont le tissu industriel, et puis ils ont le tissu, enfin, ils ont la géographie qui les aide. Et puis au-delà de tout ça, la force de Poutine, c'est quoi? C'est la relation qu'il a créée avec Pékin. L'axe Moscou-Pékin, c'est décisif. Et à partir de là, en fait, il est bardé à l'arrière et puis il est assez serein. Alors après, encore une fois, l'armée russe, le début de la guerre, c'est une catastrophe, c'est totalement minable. Mais c'est une armée qui apprend de ses erreurs, comme toutes les armées, et elle se développe. Et comme tout l'ensemble est orienté vers l'économie de guerre, ça fonctionne. Donc on ne peut pas le rayer. Mais l'affaire n'est pas jouée, parce que les Ukrainiens... Mais j'ai pas dit que c'était joué. Ah si, vous avez dit tout à l'heure, l'histoire est écrite. Non, elle est écrite pourquoi? Parce qu'en fait, le conflit va continuer. Je veux dire, c'est sûr. Ce qui est écrit, c'est que très concrètement, aujourd'hui, Poutine n'a aucun intérêt à cesser le conflit. Absolument d'accord. Il n'arriverait même pas à le faire. S'il le souhaitait, il pourrait même pas le faire. Je l'ai toujours dit. Qu'il ne peut pas conquérir par la force. En tout cas, Zelensky, même si on lui donne, il ne sera pas d'accord.